Merci beaucoup Marine Le Pen de nous avoir rejoints. Vous êtes notre invitée ce soir. Et donc je vais d'abord évidemment commencer avec vous par l'actualité principale, cette disparition de Margaret Thatcher, détestée ou encensée. Ce soir, tout le monde rend hommage à sa qualité de femme d'État, d'homme d'État. Peut-être qu'elle n'aurait pas aimé qu'on l'appelle femme d'État d'ailleurs. Est-ce que c'est un modèle pour vous ? Non, ce n'est pas un modèle, mais c'était un personnage. Et je vous rappelle qu'elle était d'origine modeste et qu'elle était une femme et que malgré cela, elle a probablement plus fait contre peut-être l'injustice faite en politique à l'égard de ceux qui sont d'origine modeste et les femmes que n'importe qui d'autre. Bon, en cela, c'était déjà remarquable. Et puis, elle a marqué son temps et évidemment, et la scène mondiale politique. Bon, on peut tout dire, mais on peut pas lui retirer ça. Elle a notamment contribué à l'effondrement du communisme dans l'Europe de l'Est, et c'est la raison pour laquelle Lech Walesa lui a rendu hommage aujourd'hui, absolument. Un bel hommage. Bon, et puis elle avait une qualité à mes yeux, c'est qu'elle s'opposait à l'Union européenne, au fédéralisme européen, et qu'elle défendait l'intérêt exclusif de la Grande-Bretagne et du peuple anglais. Alors évidemment contre les autres, bien sûr. Au dépend de la France, parfois. Ah, ben, parfois, au dépend de la France, oui, mais que chacun défende ses intérêts, ça me paraît plutôt naturel, et c'est vrai qu'elle le faisait, faut bien le dire, sans complexe et avec une certaine brutalité parfois. Donc ça veut dire qu'il faudrait aujourd'hui suivre l'exemple de Maggie Thatcher, par exemple, sur le plan européen. Il faudrait que les Français soient des Maggie Thatcher aujourd'hui sur le plan européen. Je crois surtout qu'il faut que les Français redressent la tête et s'aperçoivent qu'ils ont le droit de défendre leurs propres intérêts nationaux et de ne pas se soumettre au diktat d'une Union européenne qui impose, pour le coup, sa brutalité. Parce que moi, j'entends les gens de gauche, moi, ils m'amusent, parce que, bon, je parle même pas de l'extrême gauche, mais les gens de gauche diront, ah, mais c'est épouvantable, la rigueur, les privatisations. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est eux qui mènent aujourd'hui une politique à la Thatcher. Ils privatisent. Les privatisations que M. Montebourg a décidé de faire, c'est exactement les mêmes styles que celles qui ont été effectuées par Margaret Thatcher. Et l'austérité, c'est l'équivalent de la rigueur qui a été mise en œuvre par Thatcher également. Hein. Donc vous dites aujourd'hui le gouvernement fait du thatcherisme. Ah bah oui. Il met en œuvre avec une très grande brutalité un plan de rigueur et d'austérité, et on comprend mal pourquoi les critiques viennent de leur bord pour le coup. Mais du coup, vous avez fait un éloge de Margaret Thatcher, vous auriez pu aussi dénoncer cette œuvre que David Cameron reconnaissait en disant les entreprises qu'elle a aidées sont aujourd'hui les premières entreprises britanniques, alors qu'à l'époque, et dites aujourd'hui, à l'époque, c'était vécu privatisation, lutte contre les syndicats, comme une œuvre très nocive. D'ailleurs, il y a beaucoup de protestations aujourd'hui. C'est la Grande-Bretagne. Je veux dire, s'ils ont envie de se choisir une politique ultralibérale, c'est leur problème. Moi, ça me regarde pas. C'est le problème du peuple anglais. Moi, je suis française. Je défends les intérêts de la France. Et j'ai une vision qui est aussi la conséquence de l'histoire de France et de cet État-nation qui est une spécificité dans le monde. C'est-à-dire une économie libre, certes, mais avec un État stratège, avec un État aussi qui est capable de protéger et surtout qui doit intervenir pour éviter les abus et les dérives du système ultralibéral. Alors la situation donc après le choc de Jérôme Cahuzac, très grave, délétère, les mots manquent. Est-ce que votre rôle c'est de souffler sur les braises ou au contraire de vous dire oulala, ça peut déraper, ça peut tourner à quelque chose d'incontrôlable, de très dur, c'est une colère très forte. Quel est le rôle d'un responsable politique dans ces cas-là ? Je ne crois pas du tout avoir soufflé sur les braises, à la différence d'un certain nombre de responsables politiques, y compris dans les rangs socialistes d'ailleurs, qui n'ont pas eu de mots. C'était un concours de mots les plus durs les uns que les autres. Je n'ai pas fait cela, moi. Moi, j'ai réclamé immédiatement une dissolution. Et je réclame une dissolution pour une raison très claire, c'est que je crois que nous sommes à la conjonction d'énormes problèmes politiques, d'énormes problèmes économiques et d'un énorme problème éthique. Et que c'est cette conjonction-là qui oblige à sortir par le haut. Or, comment on sort par le haut dans une démocratie, si ce n'est en suscitant de nouvelles élections et en rendant en quelque sorte au peuple le soin de rendre les arbitrages. C'est aussi peut-être ajouter du chaos au chaos, dans une situation de désespoir ou d'inquiétude ou de fébrilité. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Il est beaucoup plus raisonnable que ces pseudo-élites. Il l'a démontré d'ailleurs lors de la Constitution européenne en 2005.
Il a eu raison de dire non. Et pourtant, ce sont les pseudo-élites UMP et PS qui lui ont imposé la Constitution européenne. Donc, il ne faut pas avoir peur du peuple, bien au contraire. Et lorsque l'on est dans une situation de blocage telle que celle-là, il ne faut pas hésiter à retourner aux élections. Ça n'est pas, et on le sent bien, un simple remaniement, c'est-à-dire enlever Paul du poste de Pierre pour lui donner à Jacques, qui va changer quoi que ce soit à la situation de défiance qui est celle du peuple français à l'égard de ses responsables politiques. Lorsque vous évoquiez les réactions extrêmes, ou en tout cas très vigoureuses, de certains leaders politiques, j'imagine que vous pensiez, comme beaucoup, à celle de Jean-Luc Mélenchon, qui utilise les mots de grands coups de balai pour purifier l'atmosphère politique. Dans son propre camp, même au Parti communiste, on est choqué par ces mots, et au Parti socialiste, eh bien, Michel Sapin dit il va dans l'arrière-cour du Front National. Oui, il a tort. Il a tort, parce qu'en réalité, le Front National a eu un comportement parfaitement responsable dans cette affaire, et c'est M. Mélenchon seul qui multiplie les outrances, mais ça ne date pas d'ailleurs d'hier. Il est maintenant sur un mode outrancier systématique, et sur un mode insultant systématique, quelle que soit la personne qu'il a en face de lui, y compris ses propres amis, et on comprend que le Parti Socialiste soit ému de cela. Mais je lui laisse la responsabilité. Je vois pas ce qu'il propose. Il propose quoi exactement? Alors que nous proposons quelque chose de très clair. Encore une fois, revenir et redonner la parole au peuple dans un moment qui est effectivement très difficile. Et du coup, vous croyez pas que ces mots très forts, qu'on les apprécie ou pas, vont attirer chez lui un certain nombre d'électeurs qui pourront se dire c'est celui qui parle le plus fort qui peut être le plus puissant et qui peut porter le plus atteinte au système. Non, je vais vous dire... Il vous inquiète pas, je veux dire. Non, mais il m'inquiète pas. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les résultats de la partielle dans l'Oise. Il a fait 6%. Bon. Pourquoi? Parce que les Français sont tout à fait capables de déterminer qui est capable de changer le système et qui n'a que les mots. Et puis surtout, les Français n'oublient pas qu'il a été pendant 30 ans sénateur socialiste, enfin 25 ans sénateur socialiste. Il a été 30 ans au Parti socialiste. Donc les grands discours de M. Mélenchon sur la moralisation de la vie politique, c'est tout nouveau. Parce qu'à l'époque de l'affaire Urbagraco, lorsque les fédérations du Pas-de-Calais ou les de PS ou les fédérations des Bouches-du-Rhône PS étaient à l'agonie et complètement pourries par la corruption, on n'a jamais entendu Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'en fait, si vous voulez, moi je veux pas trop taper parce que je veux pas taper sur un cadavre, mais je crois qu'en réalité, il est complètement en perte de vitesse et donc il essaye de crier le plus fort pour tenter de continuer à exister. C'est sûr que au Front National, lorsqu'ils ont été au pouvoir dans certaines villes, il y a eu aussi des affaires de corruption dont vous vous souvenez. Non, mais c'est à peu près les époques dont vous parlez, justement. Il y avait des maires de villes qui ont été aussi touchés par la corruption et poursuivis. Oui, d'accord. C'était exactement la même époque que celle que vous citez. Alors d'abord, je tenais quand même à vous rappeler, parce que je pense que c'est bon de faire quelques rappels parfois, que Jean-Marie Le Chevalier, par exemple, c'était le maire de Toulon. Oui, ce sont les élus Front National qui l'ont fait tomber. Ce sont les élus de son propre conseil municipal qui ont dénoncé quand il a commencé à dériver. Personne n'est à l'abri d'un comportement tel que celui-là. L'importance, et je crois qu'il faut juger le parti politique à la manière dont il traite l'affaire, c'est-à-dire l'exclusion immédiate et pas on attend comme ils ont attendu. Kucheda, ils l'ont jamais viré, DSK, ils l'ont jamais viré du PS, Guérini, il a fallu faire des pieds et des mains. Et là, dans l'affaire Cahuzac, la justice a ouvert, enfin, le procureur a dit, et puis il a été démissionné. Oui, mais dans l'affaire Cahuzac, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais je veux dire, à chaque fois qu'ils peuvent mettre quand même l'étouffoir et laisser traîner les affaires, ils le font. Or, c'est vrai qu'ils ne répondent pas, et c'est vrai aussi pour l'UMP, ils ne répondent pas avec la sévérité qu'attendent les Français à un comportement qui est un comportement malhonnête. Voilà ce que l'on peut dire. Donc un comportement personnel qui n'engage pas l'ensemble du parti. C'est ce que vous dites, vous reconnaissez. Je vais vous donner un exemple. On a été victime, nous, d'un élu dans le Nord qui a essayé de tripatouiller les comptes de campagne. Mais non seulement on l'a suspendu dans la minute, mais on s'est constitué partie civile contre lui. Je veux dire, il n'y a même pas de discussion. Là, pour le coup, c'est la transparence totale. C'est ce qui se passe au Parti Socialiste. Juste un mot sur... Non, c'est pas du tout ce qui se passe au Parti Socialiste. Aujourd'hui, sur Jérôme Cahuzac, il est exclu du PS. Mais Monsieur Guérini, combien de temps, Monsieur Guérini il y a des élus socialistes qui ont été condamnés 2 ou 3 fois, qui sont encore présidents de conseils régionaux. C'est le cas d'ailleurs en Languedoc-Roussillon. Quid
quid de cette fédération Un du, mot sur le du climat Pas-de-Calais? général, Marine Le Pen. Aujourd'hui, Libération cite une enquête qui n'est pas parue, mais qui aurait été entamée par Mediapart sur Laurent Fabius, Laurent Fabius lui-même annonce qu'il va poursuivre Libération pour fausse info. Est-ce que ce climat de dénonciation, ce climat délétère, il n'est pas dangereux pour tout le monde ? Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, on n'arrive plus à démêler le vrai du faux, d'autant que Mediapart est quand même aussi un organe militant. Il faut quand même s'en souvenir. Hein. Monsieur Louis Plenel n'est pas, je vais dire, uniquement un journaliste. C'est aussi un militant politique et il lui est arrivé d'ailleurs par le passé d'écrire des énormes sottises. Bon, donc c'est pas parce que là, il a eu raison sur Cahuzac que quelque part on peut lui donner un blanc-seing sur tout ce que Mediapart peut dire ou les analyses qu'ils peuvent faire. Bon, ça c'est une première chose. Il y a une justice. Il faut que la justice fasse en l'occurrence son travail. Bon, là, la situation est différente. M. Cahuzac a dit clairement, bah oui, c'est vrai, etc. Et d'ailleurs, vous l'avez su avant tout le monde? Non, je l'ai su le jour même. Votre ami avocat Philippe Pénin, qui est un de vos amis, et c'est lui qui lui avait ouvert son compte, vous en a averti par amitié pour que vous ne soyez pas dépassé. Mais absolument pas. Il m'a prévenu le jour où Cahuzac a fait ses aveux, en me disant d'ailleurs... La veille, non? Non, le jour où il a fait ses aveux, en disant je n'imaginais pas qu'il ait pu, compte tenu du parcours politique qui a été le sien, ne pas déclarer les sommes qu'il avait mises sur ce compte qu'il lui a ouvert il y a 25 ans, hein, à l'époque où je le connaissais même pas, moi. Mais bon. Il dit encore qu'il est son ami aujourd'hui. Il dit je suis toujours son ami plus que jamais. Et on voit et on apprend que Jérôme Cahuzac fréquentait de manière familiale et amicale un certain nombre de gens qui étaient dans le groupe étudiant d'extrême droite, le GUD. Donc est-ce que vous aviez d'autres informations? Est-ce que vous, personnellement, vous disiez ah bah tiens, c'est peut-être pas clair. Non, mais madame, d'abord les amis de mes amis ne sont pas mes amis. Il a le droit d'être ami avec M. Cahuzac si son associé, la femme de son associé est mariée, la cousine de la femme de... Parce que c'était ça l'histoire. Bon. Et puis entre nous, moi je veux bien. Mais enfin, je veux dire, des gens qui ont été à l'extrême droite dans leur jeunesse et qui ont eu des responsabilités très importantes, il y en avait plein, les gouvernements. Je veux dire, M. Guasguen, Devedjian et d'autres. Bon, et d'autres, comme vous dites, Longuet, Madelin, etc. Je veux dire, il faut quand même arrêter, alors là, pour le coup, cette chasse aux sorcières délirante. Et puis moi, je refuse cette responsabilité par capillarité. Alors, j'ai un ami qui a un ami, il faudrait que je sois responsable de ce que mon ami a, avant que je le connaisse, fait de légal en plus, parce que ce qu'il a fait n'était pas illégal, comme avocat pour un de ses amis. Non, mais franchement... Mais vous voyez, quand même, c'est systématiquement, quand la classe politique est éclaboussé, il faut, par un biais ou par un autre, même si c'est en tirant sur les cheveux, qu'on mette le nom de Le Pen. Voilà. Souvenez-vous, parce que un des épisodes s'est effectué sur votre plateau, de l'affaire Bourgi. Un Bourgi dit... J'ai financé avec l'argent africain des valises de billets toute la classe politique. Il l'avait affirmé. Point. 3 jours après, et Le Pen aussi. Bon, sauf qu'il a été condamné pour diffamation. Mais c'est pas grave, le mal était fait. Le nom de Le Pen était associé de près ou de loin à cette affaire. On sait très bien que c'est systématiquement la même méthode. Pourquoi? Parce que la classe politique ne craint qu'une chose, c'est que la révélation de l'absence d'éthique et des ruptures de confiance avec le peuple ne puisse bénéficier en réalité au Front National. Marine Le Pen, vous avez... aidé à la publication de votre patrimoine pendant la campagne électorale. L'Express a évalué les patrimoines des candidats et vous avez participé à l'enquête et vous avez donné un certain nombre d'éléments qui sont disponibles sur le site de l'Express. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord pour qu'il soit publié de nouveau? Bien sûr, il a évolué, il a évolué, il est différent. Non, il n'a pas évolué. Il est le même que celui qui est publié par l'Express, c'est-à-dire un certain nombre de participations à des sociétés civiles immobilières. Il y a votre salaire, il y a également un certain nombre de choses qui sont déjà publiques. J'ai répondu de manière extrêmement précise à la demande qui m'avait été effectuée par l'Express. Je n'étais pas obligé d'ailleurs de le faire, mais je l'ai fait. Je trouve que c'est normal quand on est candidat à la présidentielle. Donc aujourd'hui, est-ce que vous dites tous les dirigeants, par exemple, du Front National doivent publier leur patrimoine, tous les élus du Front National doivent publier leur patrimoine sur le modèle des députés, des ministres. Mais les députés ne... Non, mais ça peut venir. On va voir les lois qui vont venir. Oui, non, mais bien sûr, mais si vous voulez, je crois pas. Est-ce que vous croyez que c'est ça le chemin qu'il faut suivre? Enfin, je crois pas. Je pense qu'il y a des gens sur lesquels il faut faire des enquêtes préalables, comme c'est fait d'ailleurs aux États-Unis, et notamment, en premier lieu, les ministres. Ça me paraît absolument essentiel. Mais alors, donc, au Front National, par exemple, est-ce qu'à part vous, il faut que Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen ou d'autres personnalités
publient leur Mais patrimoine. vous n'apprendrez rien pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont jamais été en plus au pouvoir. L'important, c'est ceux qui ont le pouvoir d'abord. Ça me paraît être la première des choses. Ils pourraient le faire d'ailleurs, ils le font très probablement de bonne grâce. Jean-Marie Le Pen l'a déjà fait, il a été candidat assez souvent à la présidentielle pour l'avoir fait de manière régulière et s'être soumis d'ailleurs au même exercice que celui auquel je me suis soumis. Et puis en plus, lui, tout le monde sait bien, parce que comme il a eu comme opposant politique 17 contrôles fiscaux, croyez-moi qu'alors ils ont tout décortiqué dans tous les sens. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, mais les ministres, les conflits d'intérêts, l'enquête préalable que j'ai réclamée pendant la campagne présidentielle, c'était dans mon projet présidentiel. Il faut qu'il existe une commission et des enquêtes préalables qui soient effectuées, notamment avant que les ministres soient désignés pour analyser leur parcours professionnel et pour voir d'ailleurs s'ils ne sont pas en situation de conflit d'intérêts. Car on a eu par le passé des gens dont on a appris qu'ils avaient été salariés, par exemple, qu'ils avaient été salariés de laboratoires et qui après deviennent ministres de la Santé. Non. Ça, il ne le faut pas, parce que ça, c'est un des éléments qui est contestable. La loi qui va sans doute être annoncée dès ce mercredi sur les conflits d'intérêts. Il y en aura une et il y aura interdiction de cumuler un certain nombre d'emplois avec le poste, politique. Je vais vous dire. Pour conclure. Je vais vous dire une chose. Le meilleur contrôle, la meilleure protection que les Français peuvent s'offrir, c'est d'exiger la représentation démocratique dans les assemblées. Parce qu'en fait, c'est l'opposition, la vraie opposition, qui fait le travail de surveillance. Et à partir du moment où deux partis ont les uns avec les autres des liens trop proches, comme c'est le cas de l'UMP et du PS depuis 30 ans, eh bien, ils ne se surveillent plus les uns les autres, ou en tout cas, ils se pardonnent peut-être plus facilement les uns les autres. Merci Marine Le Pen. Merci d'être venue sur le plateau de BFM TV.